Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Et aujourd'hui, on va poursuivre la suite de la semaine dernière, comment savoir si mon mec me trompe. Je te rappelle qu'il peut y avoir des conclusions hâtives, la tendance considérable à avoir des conclusions hâtives, et notamment qui sont généralement fondées sur le fait qu'il y a un changement dans la communication, avec des réponses évasives de ton partenaire, des manières inhabituelles d'être soit dans le down, soit d'être dans le up. Il utilise son téléphone de manière différente, il le garde beaucoup sur lui, il a changé des mots de passe, il te laisse pas trop accès peut-être même parfois à des comptes bancaires, il a des absences qui se prolongent, qui sont inexpliquées, il te dit qu'il passe plus de temps au boulot, mais t'as pas de preuves, il passe du temps avec des copains, ou il est au téléphone, et quand tu arrives, paf, tu vois qu'il raccroche. Il y a des changements dans votre vie sexuelle, soit une envie soudaine d'avoir des rapports avec toi, comme s'il y avait un regain de libido, alors que c'était vraiment pas comme ça avant, soit l'inverse, c'est-à-dire que paf, il a plus envie, il est crevé, il préfère aller se coucher avant toi ou bien longtemps après toi. Et puis, il y a également un impact sur son humeur, des hauts et des bas, des crises soudaines qui te paraissent bien étonnantes par rapport à ce que tu as connu avec lui jusqu'avant. Tu te dis, mais il est bizarre, il a changé. Si tu n'as pas écouté le podcast de la semaine dernière, je t'encourage à aller le faire parce que c'est quand même la suite aujourd'hui et tu comprendras mieux pourquoi je vais directement vers la préparation de l'entretien que tu auras avec ton partenaire si tu soupçonnes qu'il t'a trompé. On a bien dit qu'à ce stade, on ne sait pas, on a des présomptions, on a des éléments qui fait qu'on dit c'est bizarre, quelque chose a changé, il n'est plus comme avant, je le sens distant, ou je le sens d'un coup collant, il a des sautes d'humeur, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu des dépenses sur son relevé de compte bancaire où il cache son téléphone. Je me demande si, mais je ne sais pas. On est dans le fantasme, dans la projection, dans l'hypothèse, mais on ne sait pas. Il est donc question maintenant de se retrouver en entretien avec lui pour savoir si ce qu'on suppose est vérifié et validé. Et cet entretien, je veux qu'il soit vécu dans un état d'esprit important. L'état d'esprit, pour ceux qui sont dans les programmes Couple Heureux, savent que c'est quelque chose que je chéris. J'aime cette perspective de l'état d'esprit. Parce qu'en réalité, c'est ce qui détermine nos actions. On va jouer notre manière d'être en relation à partir de notre état d'esprit. Ça veut dire de nos croyances, de manière de penser. Si je suis convaincu qu'il est coupable, mes questions ne seront pas les mêmes que si je suis convaincu que j'ai à apprendre de lui. Je préfère que l'on mette donc l'accent sur l'état d'esprit. D'arriver au moment où il faut parler, certes, mais avec le juste état d'esprit. C'est un moment qu'on peut redouter et qu'on repousse parfois parce que on sait qu'il va être décisif et en même temps, on n'en sait pas grand-chose. On sent que peut-être qu'on va rester seul avec ses doutes, ses silences, ses suppositions. Et peut-être qu'on aura des réponses, mais on ne sait pas non plus avant. Comment aborder cette conversation sans qu'elle tourne à l'interrogateur de police ou à l'explosion ? Comment poser les bonnes questions, celles qui ouvrent au lieu de celles qui ferment ou qui agresse. La première chose à travailler, ce n'est pas ce que tu vas dire, mais dans quel état d'esprit tu vas le dire. Si tu as l'impression que je me suis répété, c'est pas une impression. Là, tu as la preuve, et je ne le fais pas par accident. Ça, c'est souvent ce qui fait toute la différence. Il ne s'agit donc pas d'arriver avec une liste de reproches ou de preuves. Tiens, j'ai vu ça, tu vois, j'ai vu que tu as mangé au resto. Vous étiez 2, d'après c'est écrit 2 plats. Non. Mais avec une volonté sincère de comprendre. Même si tu es blessé, même si tu doutes, même si tu as peur de ce qui va advenir de cet entretien, le mieux c'est que tu te positionnes en disant « Je veux vraiment, sincèrement comprendre ». Tu peux dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas là pour te faire avouer quelque chose. Je suis là parce que je sens que quelque chose ne va pas et j'ai besoin qu'on en parle. Tu vois, cette posture change beaucoup de choses. Elle désarme, elle crée un espace où l'on peut répondre sans se sentir attaqué. Et c'est dans cet espace qu'on a le plus de chances d'obtenir une parole sincère. Si tu te mets à pleurer en lui parlant de ça, tu as déjà jugé, on est d'accord ? Ça sera le signe que tu as préjugé, tu es convaincu qu'il te trompe. Et
il aura tendance à se fermer parce qu'il va dire mais elle souffre, donc je vais pas lui dire la vérité parce qu'elle va souffrir encore plus. Mieux vaut que tu sois en mesure de venir dans cet entretien, j'ai envie de dire, vierge, comme une feuille blanche. Si tu as besoin de passer sur ton cahier de vie pour commencer à déverser tout ce qu'il y a à déverser et déposer tes larmes et après te dire que tu es conscient de te faire des films, d'avoir lancé des scénarios et que tu es la Spielberg du moment, fais-le. Et après, quand tu fermes ton cahier de vie, tu reviens à la réalité dans laquelle il n'y a que des suppositions, des hypothèses, des soupçons, de la présomption. Mais de la présomption d'innocence. Et ça change tout. Je ne suis pas là pour te faire avouer quelque chose, je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te tirer les verres du nez. Voilà, je suis là parce que j'ai l'impression que quelque chose a changé entre nous. J'ai l'impression que tu es différent. J'ai l'impression que y a quelque chose que tu veux me dire et que tu ne m'as pas encore verbalisé et j'ai besoin qu'on en parle. Est-ce que tu veux bien en parler ? Tu comprends que cette posture de bienveillance, qui fait suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, elle crée un espace pour qu'il y ait une parole sincère. Elle crée un espace pour que ton partenaire ne se dise pas « Ouh là là, vaut mieux que je me ferme et que je me tire » ou « Vaut mieux que je mente », ce qui est synonyme de « je me ferme et je me tire ». Là, tu ouvres un espace et tu as plus de chances d'obtenir une réponse sincère. Et les questions que tu poses et que tu poseras seront essentielles. Le fait de poser des questions et la manière dont tu vas poser les questions vont induire que tu juges, préjuges ou bien que tu veux chercher à comprendre. C'est pour ça qu'il sera important que tu réfléchisses vraiment aux questions. Mais rassure-toi, je ne vais pas te laisser toute seule à devoir inventer tes questions. Je vais te donner des exemples, comme tu l'imagines, d'ailleurs j'imagine aisément. Mais en fait, elles sont là pour inviter à dire des questions simples, des questions directes, mais sans violence, sans jugement, sans préjugés. Est-ce que tu te sens encore heureux dans notre relation ? C'est une question qui est fermée, parce qu'elle commence par « est-ce que ?» et qui a l'avantage de faire que ton partenaire va pouvoir commencer à te dire quelque chose rien qu'en répondant oui ou non, même s'il répond oui. Parce que tu peux entendre qu'il s'agit d'un petit oui, ou bien d'un oui qui prend du temps à venir, ou d'un oui, un oui qui veut te rassurer. Et si c'est le cas, tu peux lui poser la question. J'ai l'impression que tu dis oui pour essayer de me rassurer. Ou j'ai l'impression que c'est un petit oui. Ou est-ce que ce oui est vraiment un oui profond ? Tu vois que là, j'ai posé des questions fermées pour aller encore plus loin vers les questions fermées. Et tu entends que là, je suis en train de lui montrer que j'ai vraiment prêté attention à ce qu'il a répondu. Autre question que tu peux lui poser, est-ce qu'il y a des choses que tu vis que tu n'oses pas me dire ? Question fermée. Oui, non. Et tu vas entendre le délai pour la réponse au oui ou au non. Si le délai est long, le oui équivaut à oui, on va dire que non, si le délai est long avant le non, le non équivaudra à un oui, ouais, tu comprends ce que je veux dire. Et tu vas également poser des questions pour clarifier cette impression que tu as que c'est un non mais ou un non oui. Une autre question que tu peux lui poser, as-tu déjà senti le besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu ne retrouves plus ici ? Tu entends que c'est encore une question fermée, donc tu vas être attentive au oui ou au non. Autre question, qu'est-ce que notre relation représente encore pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'important ? Une relation à laquelle tu tiens ? Autre question, si tu vis autre chose, est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une quête ? Là, on est sur une question plus ouverte qui va permettre à ton partenaire de développer davantage et qui peut peut-être être adaptée si tu as vraiment, je sais presque dire, des présomptions plus proches des preuves qu'il a une relation. Autre question, on a perdu quelque chose en route, toi et moi, j'ai l'impression. On est encore sur une question fermée. Évite absolument les questions
je t'ai vu parler avec une fille où j'ai vu que tu as dépensé tant au restaurant, où j'ai appris par une telle que tu passais beaucoup de temps avec une telle. Parce que là, tu es en train d'accuser. Tu entends bien que les questions que je t'ai proposées n'ont rien d'accusation, aucune violence. Elles ont pour objet d'inviter ton partenaire sur un terrain sur lequel il est sans violence, sain, simple. Elles sont directes. On peut répondre par oui ou par non à la plupart des questions, sauf à celle que je t'ai proposée, dans laquelle tu dis, si tu vis autre chose, est-ce une fuite ou une quête? Parce qu'il répond, non, je vis rien de particulier, ou oui, mais effectivement, c'est plutôt une quête qu'une fuite, ou bien c'est effectivement une fuite. Voilà, il y a plus que oui ou non. Ok. Mais vraiment, évite de poser des questions dans lesquelles tu vas donner l'impression à ton partenaire que tu es venu avec une batte de baseball à la rencontre. Parce que il va croiser les bras, et peut-être que c'est toi qui vas te retrouver avec un coup de batte. Tu remarques que ces questions ne cherchent pas une preuve. Aucune de ces questions ne cherche une preuve. Elles cherchent un sens. Toutes ces questions cherchent un sens. Et c'est ce qui les rend puissantes. Si besoin est, fais une pause, note ces questions. Et mets-toi dans l'état d'esprit de je vais chercher un sens. Ça veut dire je vais chercher à comprendre. Je ne vais pas chercher à te condamner, à faire que tu te considères comme étant un salaud, un minable, que tu es honte. Non. Je vais chercher à comprendre. Et si tu cherches à comprendre, c'est parce que tu sais que, par voie de conséquence, s'il y a effectivement une relation extra-conjugale, c'est qu'elle fait sens. Et c'est ce qui fait que ça rend puissant. Tu reconnais la responsabilité de ton partenaire. Tu n'es pas en train de souligner la culpabilité du partenaire. Tu es en train de vouloir accueillir sa responsabilité. Et on a perdu quelque chose en route, toi et moi. On est co-responsables d'une chose qu'on a perdue. C'est une des questions que je t'ai posées. Une autre question, qu'est-ce que notre relation représente encore pour toi aujourd'hui? C'est toi qui es responsable de ce que tu vas répondre. Est-ce que tu as senti le besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu ne trouves pas dans notre relation? On est encore dans tu es responsable d'être allé chercher ailleurs si tel est le cas. On n'est pas en train d'accuser tu es coupable d'être allé chercher ailleurs. Non, pas du tout. Rien à voir entre la culpabilité et la responsabilité. Je m'ouvre pour entendre ce que tu as à me dire en tant qu'être adulte et responsable, et ça compte énormément pour moi. C'est pourquoi toutes les questions que je te pose, tu ne veux pas dire sur ton partenaire, mais tu entends, toutes les questions que je te pose, c'est ce que tu vas te dire dans ta tête, ne cherchent pas une preuve, mais elles cherchent un sens. Et c'est ce qui fait qu'elles deviennent puissance. C'est pas toujours évident d'écouter ce que va dire le partenaire, surtout si il est avéré qu'il a une relation extra-conjugale. Et c'est important d'entendre que justement, c'est pas toujours ce qu'on entend qui nous fait le plus mal. C'est ce qu'on imagine qui nous fait le plus mal. Et que par conséquent, si tu viens à ce rendez-vous avec une batte de baseball, c'est parce que c'est ce que tu imagines dans ton silence qui te fait mal. Parce que ton partenaire t'a pas dit qu'il te trompe. Et c'est pas parce qu'il y a une facture de restaurant à telle fréquence ou une fiche d'hôtel à tel endroit ou je ne sais pas quoi, que c'est le cas, ou qu'il discute avec une femme charmante derrière le bâtiment de l'entreprise qu'il est avec elle. Et c'est pas parce que je sais pas quoi, il la prend dans les bras, peut-être qu'il était en train de la consoler parce qu'elle allait pas bien. Et qu'elle est en train de lui avouer quelque chose qu'elle a fait qui est pas bien, je sais pas quoi, on sait pas. Je préfère que tu restes sur la dynamique de je vais écouter. Alors je sais que dans ta tête tu peux dire Pascal, vraiment, tu vis dans le monde des bisounours ou pas? Eh bien je t'assure que je ne vis pas dans le monde des bisounours, parce que combien de partenaires de couple j'ai entendu dans lesquels on me dit en fait, non, j'ai pensé que, j'ai présumé que, et c'était pas ça. Même dans les bras l'un de l'autre au bout de la rue, elle était en train de pleurer dans ses bras et il était en train de la consoler. C'était pas du tout une aventure. Mais pour entendre, il faut être prête à ne pas tout contrôler. Il faut être prêt à accueillir une vérité partielle, peut-être une vérité maladroite ou inconfortable. Et à partir de là, et c'est seulement à partir de là que tu pourras prendre une décision. C'est pourquoi la mentalité qui consiste à venir à l'entretien en ne jugeant pas, qui favorise le dépôt de la vérité pendant cet entretien, est capitale, parce que ça te permettra de décider
après en ayant quelque chose de clair. Tu pourras pas tout entendre d'un coup, et c'est normal. Mais si tu veux avancer, que ce soit ensemble ou séparément, tu as à écouter, non pas à juger. Et à écouter pour comprendre, au lieu de juger pour condamner. Et ça demande du courage, beaucoup de courage. Mais ce courage-là, il t'évitera de t'enfermer dans la rancœur ou dans des faux semblants. Il t'évitera aussi de tenter de maintenir le couple pour des raisons sociales, familiales, économiques, je ne sais pas lesquelles, et de te coucher tous les soirs avec une douleur énorme au ventre parce que tu n'as pas voulu vivre l'entretien. Ou parce que tu es venu condamner ton partenaire et qu'il s'est défendu et que finalement tu te trouves avec les mains vides parce que il s'est défendu parce qu'il ne te trompe pas ou bien il s'est défendu parce qu'il te trompe. Tu as vraiment tout avantage à venir sans juger ton partenaire. Vraiment. Et après la conversation, comment avancer, quelle que soit la réponse? Tu as posé des questions, tu as écouté, et peut-être que tu as obtenu des aveux. Peut-être que tu as obtenu des dénégations, peut-être encore un silence. Et maintenant, tu es là, avec un mélange d'émotions qui se trouve toujours là, avec peut-être une difficulté à vivre ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, peut-être un soulagement, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, de la confusion, des doutes. Et ce moment-là, il est souvent plus complexe que la conversation en elle-même, parce qu'il oblige à choisir, non pas forcément de partir ou de rester tout de suite, mais de décider comment tu veux traverser ce qui vient, ce qui s'ouvre devant vous à partir du moment où tu as reçu des réponses. T'as pas besoin de décider maintenant. La première chose importante que tu as à faire, c'est que tu peux prendre ton temps. Il n'y a pas de délai officiel pour trancher après un doute, un aveu ou même une conversation floue. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de dire je suis pas prête à décider aujourd'hui, mais je veux rester honnête avec moi-même. De prendre le temps, c'est pas fuir. C'est se donner l'espace de ressentir, de réfléchir, de regarder les choses en face sans se précipiter dans une réponse automatique. Ce n'est pas fuir, sauf si tu fais mine de essayer de faire en sorte qu'on verra avec le temps et que ça fait 3 semaines, 3 mois et 3 ans. Parce qu'il y a une décision qui est à prendre. Comment savoir si tu peux continuer dans la relation si, effectivement, il s'avère que ton partenaire a eu une relation extra-conjugale? Tu peux te poser quelques questions fondamentales. Pas pour trancher à chaud, mais pour clarifier. Première question, est-ce que je me sens encore respecté dans cette relation? Question qui reste valable si ton partenaire t'a dit non et que tu continues à te dire mais il m'a dit oui non, mais c'est un non qui veut dire oui. D'accord? Parce que tu soupçonnes, tu as de grandes raisons de croire qu'il t'a raconté les salades. Si t'a raconté les salades, c'est parce qu'il a voulu se défendre. Ou que il est dans la troisième position, troisième profil des personnes qui aiment avoir des rapports. Mais normalement, à ce stade, t'es censé le savoir. Rapports extra-conjugaux, je veux dire. Deuxième question, est-ce que la parole est possible entre nous? Ça, c'est une question que tu peux te poser après l'entretien. Parce que s'il a été vraiment clair, qu'il t'a dit ce qui se passe, qu'il y a effectivement un rapport extra-conjugal, et que quel que soit l'état dans lequel il se trouve, il a vraiment choisi de dire qu'il est possible d'avoir la parole entre vous. Même s'il a commencé à mentir parce qu'il avait peur, et que quelques temps après, il te donne quelques éléments supplémentaires, puis quelques éléments supplémentaires. Si à chaque fois, il te donne un élément supplémentaire, tu lui sautes dessus en disant « Ouais, mais tu m'as menti, je ne peux pas te faire confiance !» Tu ne t'es pas rendu compte qu'il avait la parole possible entre vous? Ce serait un peu dommage de passer à côté de ça. Parce que s'il te donne la vérité tranche par tranche, semaine après semaine ou mois après mois, c'est parce qu'il se pose une question, est-ce que je peux vraiment être vrai avec mon partenaire? Est-ce que la parole est possible entre nous? Et lui a commencé à répondre en disant, je vais voir. Donc je donne une dose. Et en fonction de la manière dont tu vas accueillir la situation, il va décider de te donner une dose supplémentaire. Et s'il voit qu'à la première dose, t'es renversé et qu'il faut t'amener aux urgences, crois-moi qu'il ne te donnera plus aucune dose. D'où l'intérêt d'être dans la bienveillance et d'écouter. Autre question, est-ce qu'il y a une volonté des deux côtés de comprendre ce qui a dysfonctionné? Ça va être déterminant pour que tu saches quelle direction tu vas prendre. Autre question, est-ce que je me vois construire quelque chose ici ou est-ce que je m'épuise à m'accrocher? Si tu sens que les réponses sont floues ou douloureuses, c'est pas un échec, c'est un signal. Et ce signal peut t'aider à orienter tes pas, même si tu avances lentement.
Et si tu choisis de rester, alors il ne s'agira pas de revenir à comme avant. Il faudra poser de nouvelles bases. Revoir la communication, revoir les attentes, les besoins profonds, et particulièrement les besoins inassouvis. Même si il n'y a pas eu tromperie, mais qu'il y a eu envie de, début de, tentative de, enfin, et encore tromperie, je ne me suis pas arrêté sur la définition de tromperie. Mais je ne vais pas la définir aujourd'hui. Ça demande un effort à deux. Et une vraie volonté commune. Il n'y a rien d'automatique. C'est pas rapide, mais c'est possible. Si le lien est soit vivant, soit qu'on veut qu'il continue à se vivre. Et c'est exactement ce que plusieurs couples ont vécu dans le programme Couple Heureux qui s'intitule « Sortir son couple de la crise ». Le lien avait disparu ou était considérablement rongé. On a réussi à rétablir le lien. Ou le lien était encore vivant. On lui a donné un booster qui fait qu'il a été puissant. Si tu choisis de partir, c'est pas à considérer comme une défaite pour moi. C'est une forme de loyauté envers toi-même. Partir, ce n'est pas fuir. C'est refuser de continuer dans une relation où tu ne te sens plus vu, entendu ou respecté. En même temps, ce serait dommage de partir si effectivement, il n'y a pas eu de rapport extra-conjugal, il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de tromperie. Mais que c'est que tu n'arrives pas à vivre dans un inconfort lié à une impression dans laquelle ton préjugé vaut plus que la parole de ton partenaire. Ça mérite d'être posé en question parce que dans la prochaine relation dans laquelle tu seras, tu risques de partir avec ces mêmes choses dans tes bagages. Quand tu ouvriras ta valise dans le nouveau couple, tu auras encore ton préjugé beaucoup plus fort que ce que dit ton partenaire. Et ça sera difficile. Ce sera aussi, si tu décides de partir ou de rester, ça peut être l'opportunité d'une renaissance. Parfois plus solide qu'on ne l'aurait cru. T'as pas à porter ça toute seule, que tu choisisses de continuer ou de partir, tu peux faire en sorte d'être accompagné. Alors, évidemment, tu es sur Couple Heureux, donc en tant que coach spécialisé dans le succès conjugal, je me ferai un plaisir de t'accompagner. C'est pas pour vous réparer ou pour te réparer, ou pour réparer ce qui a été cassé chez toi ou chez vous, mais pour t'éclairer, pour te soutenir, pour t'aider à retrouver la force, la clarté, à t'équiper des outils nécessaires pour faire en sorte que votre couple ne vive plus les failles qui ont expliqué la raison pour laquelle vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Tu as traversé des doutes, peut-être la trahison, sûrement la confusion, tu as posé des mots, tu as pris une décision ou commencé un chemin, mais une question demeure, presque toujours. Comment retrouver la confiance ? Et ça s'apprend, ça se construit. C'est l'une des choses les plus fragiles dans une relation. Et paradoxalement, c'est aussi l'une des plus fondamentales. Sans elle, tout vacille. Avec elle, tout peut recommencer. Et le risque, c'est que tu te dises « je n'ai plus confiance, donc la fin du couple est une voie de conséquence inévitable. » Or, c'est faux. Tu n'as plus confiance, donc je choisis de recréer la confiance. C'est pas forcément la fin du couple. Pourquoi aller si vite ? Refaire confiance à l'autre, c'est pas une mission impossible. C'est un pari courageux. Et si tu as choisi de rester, la confiance ne revient pas en claquant des doigts. C'est pas « je te pardonne, donc tout va bien ». C'est plutôt « je te choisis encore ». Mais j'ai besoin de signes, de temps, de preuves, d'un engagement renouvelé pour nourrir la confiance que j'ai choisi de maintenir. Et c'est normal. C'est pas de la méfiance maladive, c'est du soin. Une attention nouvelle, une vigilance bienveillante. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais d'observer si l'autre est prêt à mériter de nouveau la confiance, parce que la confiance se mérite. C'est comme un crédit. On donne une partie, quand on voit la manière dont la personne la gère, on en donne davantage. Reconstruire un couple, ce n'est pas se forcer à oublier ce qui s'est passé. C'est décider ensemble que malgré la blessure, vous pouvez bâtir autre chose. Parfois même quelque chose de plus vrai qu'avant. Parfois, on ne peut pas. L'autre ne change pas. On ne veut pas continuer la relation. Tu peux avoir le sentiment que tu ne peux pas obtenir ce que tu demandes. Et dans ce cas, il reste une autre forme de confiance à reconstruire. Celle que tu as en toi-même. Et celle-là, on l'oublie souvent. Pourtant, c'est peut-être la plus importante. Parce que quand tu te fais confiance, tu n'as plus besoin de t'accrocher à quelqu'un pour te sentir digne, pour te sentir aimé ou en sécurité. Faire confiance à soi, c'est se rappeler qu'on mérite une relation claire et respectueuse. C'est se croire capable de rebondir même après un choc. C'est oser poser des limites sans culpabiliser. C'est se dire,
je saurai quoi faire, quoi qu'il arrive. Et oui, ça prend du temps. Ça peut passer par des lectures, des rendez-vous, notamment dans un coaching dans lequel je peux t'accompagner, des discussions avec des amis qui te comprennent, mais ça se construit et c'est profondément libérateur. On croit parfois que la confiance, elle est binaire, elle est là ou elle est morte. En réalité, elle évolue, elle monte, elle redescend, elle se tisse dans les actes du quotidien. Il ne s'agit pas de tout croire les yeux fermés ni de tout surveiller. Il s'agit d'apprendre à reconnaître quand tu peux te détendre et quand ton intuition te parle à juste titre. C'est subtil, c'est vivant. Et c'est ça, une confiance adulte. Ni naïve, ni paranoïaque, juste lucide et profondément respectueux de ce que tu ressens. Ce travail qui est à faire sur toi, j'ai envie de dire que c'est un rendez-vous qui t'attend. Qu'il s'agisse de prendre le temps de te retrouver avec ton partenaire pour lui poser les questions, dans l'état d'esprit que nous avons défini ensemble. Qu'il s'agisse de te poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Et si oui, dans quelles conditions ? Qu'il s'agisse de retravailler sur la confiance en toi, qui est loin d'être une mission impossible, mais qui est un pari courageux, tu as un travail à faire sur toi. Il te suffit pour que je puisse t'accompagner de me le demander. Je me ferai un plaisir de le faire, comme je l'ai fait avec de nombreux couples, que ce soit avec le programme Sortir son couple de la crise ou un autre programme qui peut-être te conviendra davantage, je ne sais pas. Mais ne baisse pas les bras, ne préjuge pas. Vis ce rendez-vous conjugal dans lequel tu auras préparé tes questions, des questions fermées, des questions non jugeantes, des questions de vérité. Tu vas prêter attention aux oui qui te seront prononcés, aux non, au délai entre la question et le oui ou le non, et tu vas chercher à comprendre parce que c'est ça qui prime avant d'envisager de juger, et même je préférais que tu mettes juger aux ordures pour que tu ne viennes qu'avec une intention claire. Chercher à comprendre. Et du coup, sortir de cet entretien avec la paix en toi de te dire « j'ai vraiment fait un choix constructif ». J'ai vraiment fait un choix de bienveillance. Je peux me regarder dans le miroir en me disant « je n'ai pas craché dessus, je ne l'ai pas insulté. J'ai entendu qu'il était en faille, si c'était le cas. J'ai eu l'impression d'avoir été en faille, parce qu'en fait, apparemment, il ne m'a pas trompé. Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire de lui ? Qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Comment faire pour devenir plus fort, plus grand, plus riche, à partir de cette expérience ? C'est peut-être ce qui vous attend. C'est peut-être ce qui t'attend. Et il y a une autre chose qui t'attend, c'est de mettre des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast, toute application que tu emploies, que tu utilises pour écouter ce podcast, d'aller mettre tes commentaires et tes questions sur le site Couple Heureux au bas de la présentation de ce podcast. Et puis, surtout de me poser des questions si tu en as besoin et prendre rendez-vous avec moi dans un call que je me ferai un plaisir de t'offrir pour sortir de cette nébuleuse difficile qui peut être effectivement douloureuse si tu te dis que ton partenaire te trompe et que c'est avéré, ou si c'est vécu douloureusement que tu dis que ton partenaire te trompe et puis que finalement ça fait pchit parce que ton partenaire te dit non et que malgré ses réponses négatives tu sens un mal-être chez toi.